Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, présente Salon ouvert. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Public Sénat. Vous le savez, toute la rédaction se mobilise pour vous faire vivre le Salon international de l'agriculture qui fête cette année sa 56e édition. Ce matin, dans ce salon ouvert, on va tenter de répondre à cette question: comment nourrir la planète sans la détruire? On en parlera avec mes nombreux invités. Mais avant cela, on va aussi voir Alexandre Poussard et Tam Tranui qui nous font vivre ce salon depuis les allées à la rencontre des exposants et du public. Une petite page politique aussi pour commencer, puisque ce salon c'est aussi le rendez-vous incontournable. Ce matin, c'était Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, qui est venue sur ce salon. Vous le voyez sur ces images. Elle a répondu aux questions de Jonathan Dupriez, notamment sur la vision, selon elle, trop économique d'Emmanuel Macron de l'agriculture. Écoutez. Je suis venu à leur dire que la situation des forces au Parlement européen demain est plus essentielle que jamais, au moment où ils sont en train de réfléchir à la baisse de la PAC et donc à la baisse des aides pour les agriculteurs français. Emmanuel Macron va-t-il alstomiser l'agriculture française? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire la livrer en réalité aux prédateurs, ceux du bas, avec la loi qui vient d'être passée et qui en réalité entraîne une augmentation des marges de la grande distribution, mais en aucune manière une amélioration du revenu des agriculteurs. Et puis les grands prédateurs du haut qui évidemment vont se réjouir de voir que notre agriculture voit la baisse des aides qui sont accordées, alors que nous payons, vous le savez, des sommes faramineuses à l'Union européenne. On veut baisser la PAC pour réorienter ces sommes vers d'autres politiques, dont d'ailleurs l'accueil des migrants. Voilà pour la réaction de Marine Le Pen. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, c'est cette opération de prise de capital des Pays-Bas dans Air France KLM qui irrite le gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Pour lui, cette prise de capital est inacceptable entre deux États. Je vous propose de l'écouter. Inamicale et incompréhensible. Inamicale parce que nous n'avons pas été prévenus. Et surtout, je tiens à dire que la semaine dernière, j'ai eu un entretien avec mon homologue néerlandais. Nous avons discuté d'Air France KLM. Il m'a fait part de certaines préoccupations. Je lui ai dit, le même que vous recevez demain, pardon? Le même que je reçois demain, le ministre des Finances néerlandais. Nous avons eu une longue discussion. Il m'a fait part de préoccupations néerlandaises sur Air France KLM. Je lui ai dit que nous allions y répondre. Nous y avons répondu. Nous avons confirmé M. Elbers à la tête de KLM. Nous avons travaillé sur des garanties pour Schiphol, pour la compagnie KLM, parce que je comprenais les préoccupations du gouvernement néerlandais. Et la réponse, singulièrement inamicale, c'est cette montée au capital, surprise, sans prévenir personne. Et puis c'est incompréhensible parce que ça détruit de la valeur. À la rigueur, si ça permettait à Air France KLM, qui est mon seul objectif, que ça aille mieux pour Air France KLM, qu'elle dégage davantage de profit, que les salariés se portent mieux et que ce fleuron aéronautique se porte bien, à la rigueur, je dirais pourquoi pas. Mais là, il se trouve que ça détruit de la valeur, que ça crée de l'instabilité. Donc il est urgent maintenant de revenir à la sagesse, à la raison, de travailler ensemble et de trouver une voie qui permette, parce que c'est ma seule obsession, que ce magnifique fleuron du transport aérien se porte mieux dans les années qui viennent. Et il se portera mieux si nous travaillons bien ensemble. Et autre invité politique de ce salon, c'est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il a répondu aux questions de Tam Tranui. Écoutez. C'est un secteur économique extrêmement important, l'agriculture. C'est créateur d'emplois. Et donc il faut aussi une politique sociale dans l'agriculture. C'est ce que je suis venu expliquer aux employeurs que je rencontre aujourd'hui. Et puis je rencontre également des militants de la CFDT, des jeunes militants notamment, qui s'engagent au service de leurs collègues dans ce secteur. Justement, vous le dites, c'est un secteur économique important, mais beaucoup d'agriculteurs sont en situation de grande fragilité tout au long de leur carrière et puis également au moment de la retraite.
Oui, bien sûr. Les agriculteurs, ils subissent aujourd'hui une sorte de pression. D'abord une pression qualitative, et ça c'est plutôt sain, c'est plutôt bon. Mais aussi une pression commerciale avec des réseaux de distribution qui leur laissent peu de marge. Ça, c'est une première question qu'il faut poser, que nous partageons cette préoccupation à la CFDT. La loi Egalim, pour vous, a-t-elle apporté un début de solution sur ce sujet? Elle commence à apporter un début de solution, mais il y a aussi des effets de comportement, notamment dans la grande distribution, qu'il faut revoir, des pratiques qui sont inacceptables. À quelques mois des élections européennes, la dimension européenne agricole est importante. Emmanuel Macron a d'ailleurs mis l'accent là-dessus le week-end dernier. Est-ce que pour vous, la politique agricole européenne forte est aujourd'hui en danger? En tout cas, il faut deux choses. Il faut d'abord que l'Europe soit moins naïve. En n'exigeant pas des agriculteurs des pratiques que je souhaite pour ma part voir accentuées, de production de plus en plus saine et de plus en plus respectueuse de l'environnement et du social, et ne pas l'imploser aux entreprises qui exportent chez nous des produits. Donc ça, il faut qu'on soit moins naïf au niveau européen, c'est au niveau européen qu'il faut le faire. Deuxièmement, il faut réfléchir au dumping qui est intra-européen. Un dumping qui sont soit sur un dumping social, on le voit par exemple à l'égard de l'Allemagne, où les conditions des salariés agricoles ou la production agroalimentaire sont moins favorables. Eh bien ça, il faut aussi qu'on puisse le régler. Et ça ne se règle pas avec moins d'Europe. Ça se règle avec plus d'Europe, plus d'harmonie fiscale, plus de règles sociales communes. Et donc c'est ça l'enjeu aussi des élections européennes, c'est de protéger une agriculture européenne qui a un vrai élément de souveraineté alimentaire et de se fixer des règles internes entre nous, entre États européens, et aussi d'être exigeants à l'égard de nos interlocuteurs d'autres pays, d'autres continents, qui parfois sont beaucoup moins respectueux des règles environnementales et sociales. Merci beaucoup Laurent Berger d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Comment nourrir 10 milliards d'humains en 2050? C'est donc le thème de cette émission. Il faudra poser la question à mes invités dans un instant. Mais quand je vais tout de suite vous présenter, il y a donc le sénateur Guillaume Gontard. Bonjour. Vous êtes sénateur, vous êtes rattaché au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, sénateur de l'Isère. Claude Gruffat est également avec nous. Bonjour. Vous êtes président de Biocop. C'est le premier réseau de magasins bio en France à proposer justement ces produits bio, et puis auteur des Dessous de l'alimentation bio aux éditions La Mer Salée. Bienvenue à vous. J'accueille également Christophe Naudin. Bonjour, vous êtes agriculteur dans l'Essonne et président de l'APAD, c'est l'association pour la promotion de l'agriculture durable. Guillaume Bourrier est également avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour, vous êtes membre de l'Académie de l'agriculture de France et vous avez participé aux réunions de préparation du G20. C'était à Rosario pour la sécurité alimentaire dans le cadre du réchauffement climatique. Bienvenue à vous. Et puis j'accueille enfin André Bernard. Bonjour, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Avant donc de débattre avec vous, je vous propose justement de voir les enjeux de cette alimentation qui nous attend dans le futur avec Sandra Cerquera. En 2050, nous serons plus de 9 milliards sur Terre. Il faudra pour nourrir tout le monde doubler la production agricole mondiale, alors même que les contraintes, environnementales notamment, se font de plus en plus pressantes. L'agriculture consomme 70% de l'eau douce de la planète et contribue pour 25% des émissions de CO2. Le défi sera de continuer à augmenter la production tout en se passant de l'agriculture intensive utilisée aujourd'hui et sans étendre la surface des terres cultivées. Il y a toutes sortes de techniques différentes qu'il va falloir combiner. Il n'y a pas une seule solution, mais il y en a plusieurs. Et puis un gros problème, c'est la fertilité des sols. Va-t-on arriver? Il va falloir permettre de maintenir la fertilité des sols et éviter qu'elle se détériore, parce que le changement climatique contribue à la détérioration des sols. Produire autrement, mais aussi gâcher moins, 40% de la production mondiale est perdue ou gaspillée. Il faudra également consommer autrement en réduisant la part de viande, surtout de bœuf, dans nos assiettes. Car l'élevage est déjà responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre et occupe un tiers des terres cultivables dans le monde. Il faudrait consommer moins de viande de ruminants et davantage de volaille, parce que ça, la volaille utilise beaucoup moins de terre et beaucoup moins d'eau que la viande de ruminants. Pour allier gain de productivité et réduction des émissions de CO2, la recherche biologique pourrait mettre au point des vaccins pour que le bétail rejette moins de méthane. En plus d'une révolution technologique, nourrir 9 milliards de personnes en 2050,
nécessitera avant tout d'une réelle volonté politique au niveau mondial. Voilà, Guillaume Gontard, on le voit, 9 à 10 milliards d'humains en 2050. Est-ce qu'on pourra les nourrir sans mettre en danger l'environnement ? Oui, mais je pense que la vraie question, c'est non seulement de savoir comment on va nourrir 10 milliards, mais c'est surtout aussi de savoir comment on va le faire durablement. Et ça, je pense que c'est vraiment le point important. Et on voit qu'on est actuellement dans une agriculture mondiale, sur laquelle, oui, on arrive à produire une alimentation, mais on sait qu'on ne pourra pas continuer de cette manière-là. À la fois sur la question des sols, la question des entrants et des pesticides, ça a été dit sur les actions sur l'eau. Donc il va falloir changer notre façon de produire cette alimentation. Et puis je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce type de production a complètement, comment dire, je vais y arriver. La production intensive, c'est ça ? Non, mais cette production intensive, en fait, crée un énorme gâchis. C'est-à-dire que quand on fabrique cette alimentation de la manière dont on fait des produits complètement transformés, alors ça a été cité, 40% de gâchis qui sont entre 30 et 40%, ce qui est absolument énorme. Alors quand on dit qu'il faut doubler la production, on voit bien que là, il y a un vrai effet levier où on pourrait travailler sur une alimentation moins transformée et puis une alimentation aussi plus localisée. Claude Gruffat, ça passe ces enjeux d'alimentation 2050 par une alimentation saine et durable, nous disait Guillaume Gontard à l'instant. Saine et durable, mais ça passe aussi par la remise en question du modèle d'agriculture dans lequel on est parti depuis 70 ans. Je crois que par nécessité, quand on est sorti de la guerre, on a fait un plan pour produire plus, pour que la France soit autonome en matière première alimentaire, ce qui était légitime, et on en avait besoin. On n'a pas redirigé ça depuis, et on n'a pas refait une loi d'orientation agricole pour dire où doit aller l'agriculture maintenant. Et pour moi, elle doit aller vers un mode de production évidemment plus respectueux de l'environnement, se passer de la chimie de synthèse pour arriver à produire autant ou plus, parce que maintenant on voit arriver des modèles et des techniques de production comme la permaculture pour le maraîchage, mais qu'on peut déployer aussi vers les grandes cultures. Mais il n'y a pas de recherche encore là-dessus. Donc on a toute une aventure à ouvrir sur les nouveaux modes de culture qui vont produire autant qu'aujourd'hui avec le conventionnel, avec la chimie, mais différemment, autrement. Et puis ça pose aussi la question, quand on regarde un peu l'histoire de l'agriculture dans le monde, on est dans une situation aujourd'hui, pour prendre un peu de recul, où on a à peu près 30 millions de paysans dans le monde qui sont avec le tracteur et la chimie. On en a 300 millions qui sont avec le cheval et le fumier. Et on en a plus d'1 milliard, 1,2 milliard, qui sont à la houe. Et on voit bien que les techniques de production pour améliorer le volume de production alimentaire dans le monde ne viennent pas de chez nous, où on produit déjà beaucoup. Mais je voulais juste passer par aussi le regard que quand on regarde la surface de l'Europe par rapport à la surface du monde, c'est moins de 8% de la surface du monde. Et ce n'est pas avec ces 8% de terres cultivables qu'on va nourrir le monde. Donc il faut vraiment ouvrir la réflexion sur le reste des surfaces cultivables des autres territoires pour qu'ils deviennent autonomes en alimentation aussi, et qu'il y ait une meilleure répartition de la production sur la planète et de la meilleure utilisation des surfaces agricoles utiles dans le monde, des surfaces cultivables dans le monde. Si un autre chiffre, et puis j'en terminerai là, sur le combien chaque habitant dispose pour vivre. En 1960, on avait à peu près 1,7 milliard d'hectares cultivables dans le monde. Maintenant, on est à 1,4. C'est-à-dire qu'on a reculé. Quand dans la même période, on a doublé la population, puisqu'on était à peu près 3,5 milliards d'habitants en 1960, et qu'aujourd'hui, on est, vous le savez, c'est plus de 7,5 milliards. Donc, on est passé de 3000 m² chacun pour vivre à moins de 1500 m² chacun pour vivre. Et quand on sait que la France utilise un peu plus d'1 hectare par habitant pour vivre, qu'aux États-Unis c'est 4 fois plus, ça veut dire qu'ailleurs il y en a qui ont beaucoup moins. On va revenir, si vous voulez bien, sur cette question de la disponibilité des terres agricoles. On continue ce tour de table avec vous, Christophe Naudin. C'est vrai qu'il va falloir augmenter les volumes de production pour nourrir toutes ces bouches. Oui, tout à fait. Si nous passons demain à 9 ou 10 milliards de personnes, il faudra forcément, je ne veux pas dire doubler la production, mais en tout cas l'augmenter fortement.
même si je suis tout à fait d'accord qu'on devra transformer sans doute notre modèle de consommation, transformer aussi et modifier la répartition des productions sur la planète, ça passera forcément par là. On devra aussi forcément modifier notre façon de produire. Moi, je suis agriculteur, je cultive d'une manière différente de mes voisins, etc. Et je pense produire aujourd'hui autant qu'avant, mais en ayant un impact inférieur sur l'environnement et sur la planète. Et tout ça pour améliorer les bénéfices que je peux apporter à monsieur et madame tout le monde. Mais vous avez baissé votre volume de production, forcément? Non, j'ai eu des erreurs que j'ai faites qui ont eu des répercussions effectivement sur la production. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je pratique ce système-là qui est l'agriculture de conservation des sols. J'ai des productions qui sont équivalentes à celles que je pratiquais avant en conventionnel. Et tout ça en ayant réduit des intrants en tout genre. Guillaume Bourrier, est-ce qu'on va pouvoir produire plus finalement tout en conservant un réel respect de l'environnement? Eh bien, pour produire plus, il faut des paysans bien nourris, aptes à travailler, en bonne santé. Il faut des terres, des sols et il faut de l'eau. Et ces trois ressources, c'est une question de bon sens, il faut ces trois ressources. Mais elles sont très inégalement réparties sur la planète. Donc, il va falloir faire flèche de tout bois et à la fois aller vers une paysannerie ayant une meilleure formation technique et des communautés villageoises qui connaissent leur terroir, des ressources en eau en ayant recours aussi à l'irrigation, mais sans surexploiter les nappes et sans saler les sols, et des ressources en sol, alors qu'actuellement, on met en culture chaque année 12 millions d'hectares, mais il y en a 6 qui sont dégradés chaque année, et il y en a 2,5 qui sont urbanisés chaque année. Donc il va falloir lutter contre la dégradation des terres, lutter contre l'artificialisation des terres. Et je suis content que le président de la République ait insisté sur la nécessité de lutter contre l'artificialisation des terres. L'Union européenne s'est fixée comme objectif d'une surface nette artificialisée zéro en 2050. Et c'est en faisant flèche de tout bois, avec la pêche, l'aquaculture, etc., qu'on pourra nourrir les 10 milliards d'habitants. Cela dit, il faut savoir que la transition démographique est presque achevée, que le taux de croissance démographique était de 1,8% par an en 1970. Il est prévu qu'il tombe à 0,5% par an en 2040. C'est la scolarisation des filles, c'est le recul de l'âge du mariage. Dans le monde arabo-iranien, ça s'est fait en 2 générations. Il a fallu 6 en Europe. La fécondité est tombée de moins de 2 enfants par femme. En Iran, c'est la même valeur qu'en Belgique et c'est inférieur à celle de la France. Et il reste quelques pays, surtout en Afrique, l'Éthiopie, le Nigeria, où la transition démographique n'est pas achevée. Oui. Donc c'est à la fois en jouant sur l'accélération de cette transition démographique et l'augmentation de la production agricole par différents moyens, et aussi forcément avec le marché qui aura son rôle à jouer. Alors, parce que l'autarcie est impossible. Alors, avant de vous donner la parole, André Bernard, on va retrouver Tam Tranui, justement, puisqu'elle est aux côtés d'un maraîcher. Il essaie de faire venir les cultures là où elles ne poussent pas. C'est à vous, Tam. Et oui, effectivement, je suis avec Grégory Roger, cofondateur de la Citrouille, une entreprise qui a tout juste 2 ans. Et effectivement, eh bien, l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les familles cultivent leur propre jardin, parfois dans des zones urbaines ou périurbaines. Absolument. On a créé la Citrouille.fr pour que les familles puissent facilement cultiver leur jardin en famille de façon très simple. Et le principe de la Citrouille.fr, c'est un potager prêt à poser qui est déjà tout préparé dans nos centres et qu'on livre directement et qu'on pose sur les pelouses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une demande importante de la part des familles, ce type de potager tout prêt à l'emploi en quelque sorte? Alors oui, c'est une vraie tendance de fond. Toutes les familles souhaitent cultiver dans leur cuisine, dans leur jardin. Et en fait, ils sont à la recherche de solutions simples, de solutions innovantes, qui n'ont pas forcément besoin de technologie, qui ont juste besoin de bon sens et qui correspondent à leur goût et à leurs attentes. Vous m'avez aussi expliqué qu'avec la Citrouille, vous avez une dimension pédagogique. De quelle façon se manifeste-t-elle? Alors en fait, on avance pas à pas avec nos clients et on leur apprend au fur et à mesure un peu les différentes subtilités de la permaculture. Et on a notamment développé un petit personnage, c'est Bob la tomate. Alors Bob la tomate, c'est pour les enfants.
Et ça permet aux enfants de savoir s'il faut arroser ou pas. Et c'est tout simple, mais le simple fait de savoir arroser, quand arroser, c'est important pour les familles pour savoir cultiver. Est-ce que vous jugez qu'aujourd'hui, il y a une trop grande déconnexion entre bien, les habitants des villes et l'agriculture? Alors, on va dire que oui, mais en tout cas, elle s'estompe. Elle s'estompe parce que finalement, tout le monde se rejoint autour du végétal, autour de la reconnexion au sol. Et notamment, cette année, on va ouvrir des centres La Citrouille avec de jeunes agriculteurs qui vont pouvoir eux-mêmes préparer les potagers et les livrer auprès de familles. Et je pense que ça va vraiment contribuer à estomper la frontière actuelle entre l'agriculture rurale et l'agriculture urbaine. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est comment nourrir l'humanité en 2050, quand on sera 10 milliards sur cette planète. Dans quelle mesure vous pensez que ce type de solutions peuvent concourir à trouver une solution globale? Alors ce qui est important, c'est de commencer. On peut commencer par un bac, après on peut rajouter 2, 10, 20. Mais le jour où il faudra nourrir 10 milliards, beaucoup de personnes auront compris comment cultiver. Et à la fin, il suffit de mettre à l'échelle. L'important est de leur apprendre le goût du sol, la transmission du sol, et de retrouver des choses que certains ont perdues. Bien, merci beaucoup Grégory Roger d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes donc le cofondateur de La Citrouille et que tout le monde peut désormais commander un petit potager prêt à poser dans son petit carré de jardin si on a la chance d'en avoir un en ville. Merci beaucoup Tam. André Bernard, vous êtes sceptique sur ce qu'on vient de voir? Disons que je pense que sur le plan pédagogique c'est bien. Après, de là à nourrir tout le monde comme ça, j'attends de voir. Maintenant, c'est déjà très bien que les consommateurs se préoccupent de voir comment ça pousse, parce que le temps qu'il faut. Et je pense qu'il faut surtout aussi penser au revenu des agriculteurs, ça a été dit tout à l'heure. Je crois que si on veut une agriculture qui avance dans le monde, il faut d'abord former des agriculteurs, et il faut leur donner un revenu décent. Et moi, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres, c'est-à-dire que on a eu une crise il y a une dizaine d'années, où on a vu flamber les matières premières en 2007-2008. Ça a remis sur le devant de la scène quelque chose qu'on avait oublié depuis 30 ans. Parce qu'effectivement, l'évolution de l'agriculture depuis 30 ans, même s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des excès que nous sommes en train de corriger, le problème de la faim avait diminué. Et depuis quelques années, les gens qui ont besoin, qui ne trouvent pas la nourriture de façon suffisante, ne cessent de croître. Et nous ne sommes pas encore en 10 milliards. Donc effectivement, il est grand temps de corriger la trajectoire, de redonner dans tous les pays la possibilité de développer une agriculture qui tiennent compte des ressources locales, des pratiques locales, des besoins locaux. Par contre, moi je voudrais quand même rappeler que nous n'avons pas attendu au niveau des chambres d'agriculture, au niveau de la profession agricole, les instituts, pour travailler depuis 20 ans sur des évolutions de pratiques. Ça a été évoqué par la permaculture, ça a été évoqué sur la gestion de l'eau. Et je prendrai mon exemple en tant qu'agriculteur. Quand j'étais très jeune agriculteur, enfant, je consommais 30 000 m3 à l'hectare pour arroser mes tomates. Quand je me suis installé, je suis passé à 7 000 m3 avec de l'aspersion. Quelques années après, je suis passé au goutte à goutte, j'étais à 4 à 5 000 m3 à l'hectare. Mes fils aujourd'hui sont avec des sondes capacitives qui permettent de piloter l'irrigation au mieux. Et nous sommes à 2 000 m3. Cette année, nous avons divisé par 15 la consommation d'eau pour arriver à un résultat agronomique plus important. Tout ça, nous l'avons fait grâce à quoi? Grâce à des variétés sélectionnées qui résistent mieux, grâce à des techniques d'irrigation et de fertilisation optimisées pour apporter la bonne dose au bon moment. Effectivement, tout ça, ça ne s'improvise pas. Il faut du temps, il faut de la formation. Et je crois que c'est bien le vrai débat, il est là. Après, sur la planète, effectivement, il y a encore des zones, des territoires où la population va évoluer de façon très importante, que le réchauffement climatique va modifier un certain nombre de productions dans certains territoires. Il faut qu'on soit tous à la manœuvre pour trouver des solutions ensemble pour que chaque pays puisse avoir sa propre alimentation. Et on n'empêchera pas, vu la concentration de la population dans certains territoires par rapport à d'autres qui ont des territoires plus vastes, de produire certaines matières premières agricoles. Et la France entend bien jouer son rôle, même si effectivement nous sommes un tout petit pays, mais quand même le premier pays européen en surface. Et nous avons un rôle à jouer au niveau de l'exportation. Comme nous subissons des importations, nous sommes en capacité d'optimiser l'usage de notre sol, de ce taux qui est très abondant chez nous et que nous n'utilisons pas. Et je crois qu'il faut revenir là-dessus, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de technologies à développer en prenant soin. On va y venir si vous voulez bien, André Bernard, mais justement, on va retrouver Alexandre Poussard puisqu'il est avec un éleveur de chèvres du Népal. C'est à vous, Alexandre.
Oui, je suis avec Bachoudev, qui est étudiant et éleveur de chèvres au Népal et qui vient dans un lycée agricole en Bretagne, près de Saint-Brieuc, faire une mission de volontariat international. Alors, Bachoudev, votre mission, en quoi ça consiste? Je suis en service civique dans le programme de volontaire international. Et puis, ma titre de ma mission, c'est changer le regard sur le monde. Donc, dans le lycée à Quessoy, en Bretagne, le lycée La Ville d'Avy, c'est un lycée agricole. Et là, je participe dans les cours d'anglais, j'assiste les professeurs dans les cours d'anglais, histoire, OEC, sport, tout ce qu'il y a. Et puis, j'organise des différentes activités par rapport à ma culture, par rapport à la solidarité, tout ça, qui fait que les étudiants de la Ville d'Avy, ils puissent échanger avec moi. Donc, dans ce cadre, j'organise différentes activités. C'est ce que je fais en France. Donc vous êtes aussi au Népal éleveur de chèvres. Comment marche votre élevage? Oui, donc ça, c'est première année. C'est première année qu'on a commencé ça avec moi, parce que j'ai 3 amis. Et puis moi, je suis on n'est pas déclaré comme président, mais c'est moi qui gère l'équipe. Et puis ça marche bien, oui, parce que là maintenant, pour l'instant, on a 20 chèvres. Et puis à côté, on travaille pendant la saison basse, parce que moi, je suis un guide de montagne au Népal. Et puis, élever le chèvre, c'est pendant que je n'ai pas le travail dans les montagnes. D'accord, parce que votre élevage de chèvres ne vous permet pas de vivre? Non, en fait, parce que c'est la première année. Donc, oui, honnêtement, ça ne permet pas de vivre, quoi. C'est parce que il n'y a pas un grand marché. Les gens, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter tous les jours la viande. C'est pas comme en France. Donc, ils mangent 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine la viande. En plus, la viande de chèvre, ça coûte un peu cher par rapport aux autres viandes. Et ça ne marche pas quoi avec chèvre. Mais s'ils arrivent à continuer comme ça d'ici 5 ans, s'ils continuent cette activité, et puis qu'ils arrivent à produire 500 chèvres, là, je pense que je vais pouvoir vivre avec ça. Alors au Népal, il y a beaucoup d'agriculteurs, mais ils n'arrivent pas à nourrir tout le pays. Oui, c'est vrai que nous, on a 70% de la population qui sont directement engagés dans l'agriculture, mais c'est des agriculteurs qui produisent pour eux, c'est des autoconsommations. Donc ils ne produisent pas assez pour exporter dans les autres pays. Donc c'est un peu dommage, je trouve, que dans un pays comme ça, là où les gens ils travaillent dur pour l'agriculture, en plus ici vous avez des tracteurs et tout, nous on n'a pas des moyens, on n'a pas des grandes machines comme ça, et ils font tout avec le travail qu'ils font par rapport à ça, et je trouve que c'est un peu dommage qu'ils n'arrivent pas à vivre avec ça et puis gagner assez d'argent, et même pour le pays ce n'est pas très profitant, quoi. Et donc du coup le Népal se nourrit avec toutes les importations de la viande indienne? Souvent, oui, souvent. Parce qu'on est quand même maintenant, on est en train de devenir indépendant dans les volailles. Les poulets, on produit pas mal. Mais vous voyez, je ne sais pas comment ça marche, les lois internationales, tout ça, mais c'est le marché international. Mais comme l'Inde, c'est un pays qui produit beaucoup, alors que vous savez qu'ils ont une grande marché quand on n'en avait pas avant. Ils avaient déjà pris notre marché. Donc maintenant, ils ont tous leur relation avec les vendeurs, les acheteurs. Donc ils vendent facilement. Et notre production, c'est un peu difficile de vendre dans les grands marchés. Très bien, donc l'agriculture népalaise a plein de défis pour l'avenir et pour nourrir tout le pays. Merci beaucoup Alexandre. C'est intéressant, Guillaume Gontard, ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de ce jeune éleveur népalais. On voit bien la situation d'indépendance, de souveraineté alimentaire qui est loin d'être gagnée pour certains pays. Oui, on voit bien, et c'est une belle illustration, et en fait que ce système de libre-échange en fait détruit l'agriculture et détruit les agriculteurs, et ce libéralisme, je dirais, à outrance. On le voit avec les différents accords, que ce soit le CETA, le Mercosur, que la France a signé, d'ailleurs contre les accords de Paris. Et on voit que c'est une direction complètement faussée. Je ne suis pas certain que l'avenir de l'agriculture française soit sur la vente de viande vers la Chine ou de poulet vers l'Afrique, mais bien de relocaliser, parce qu'en même temps, on le voit sur nos cantines où on a 80% de viande qui vient de l'extérieur, qui est de la viande étrangère. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à cette réorganisation de la production de notre alimentation. Il y a les projets alimentaires de territoire qui me semblent quelque chose de très important, c'est-à-dire de par territoire, de rassembler à la fois les agriculteurs, les consommateurs, les élus, les collectivités, et de travailler sur notre manière de produire cette alimentation
et en lien direct avec le consommateur. Et puis en plus, il y a un effet pédagogique, parce qu'on l'a vu aussi sur le premier reportage, même si c'est pas le fait de relier l'alimentation et l'agriculture avec la ville, il y a cet effet vraiment pédagogique, même si ce n'est pas la solution. En tout cas, ça me paraît vraiment important qu'on sache d'où vient notre nourriture et qu'on retrouve un vrai lien avec cette alimentation. Oui. Et puis, oui. juste pour finir, je pense qu'on est quand même la politique agricole commune sur laquelle on est en train de débattre, qui doit se transformer en une politique agricole et alimentaire commune, en lien avec la santé, en lien avec les citoyens. Et ça me paraît vraiment important que ce fameux deuxième pilier soit rééquilibré et soit beaucoup plus tourné vers une transition agricole. Claude Gruffat, justement, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, il va falloir aussi peut-être modifier notre régime alimentaire et relocaliser la production, davantage consommer de produits issus des circuits courts. Alors il y a plusieurs éléments dans votre question. Oui, il faut privilégier les circuits courts, la proximité et la relocalisation de la production. Et là, moi, j'ai un vrai appel par rapport à ça, parce que moi qui suis en bio et dans un réseau structuré avec le monde de l'amont, avec le monde de la production chez Biocoop, on a besoin de plus de producteurs locaux, de producteurs bio de proximité. Aujourd'hui, il y a un marché énorme qui s'est ouvert. Tout le monde en demande de la bio en proximité, que ce soit les collèges, les cantines diverses, les magasins, les distributeurs, tout le monde. Et il n'y a pas d'offre. L'offre n'augmente pas. Donc on a besoin d'un vrai plan d'installation de paysans bio de proximité. J'ai calculé que pour les 5 ans qui viennent, 6 ans qui viennent, il faudra en installer 60 000 juste pour répondre à la demande de maintenant. Et ça va continuer de progresser. Donc là, on a déjà une clé. Il y a un marché. Il n'y a pas l'offre. Il faut l'organiser, il faut la structurer, il faut soutenir l'installation des jeunes en bio pour pouvoir répondre à ce marché-là, qui est connu, quoi. Et puis après, il y a toute la partie au niveau de la redistribution au niveau de la disponibilité des sols. Et moi, je voudrais revenir sur un élément. On parlait d'exportation, etc. Aujourd'hui, l'exportation occidentale est responsable de la déprise des terres dans les autres régions du monde. Quand, avec nos subventions, on exporte nos produits, qu'ils arrivent là-bas moins cher que la production locale, la conséquence est claire. Les paysans ne peuvent plus vivre, ils vont rejoindre les bidonvilles, les déserts avancent. C'est comme ça qu'on a diminué la surface cultivable du monde. Et ça passe avant l'artificialisation des sols en termes de chiffrage des terres qui sont aujourd'hui devenues incultivables puisqu'elles sont transformées en désert. Donc cette répartition, l'humain ne pourra pas s'en sortir s'il ne collabore pas, s'il ne coopère pas. La coopération alimentaire est vraiment nécessaire pour demain, mais à l'échelon de la planète, pas chacun dans son jardin. Il faut vraiment plus voir... On voyait ça à l'échelon d'un pays, on l'a vu à l'échelon de l'Europe, c'était bien, ça a fait l'histoire de l'agriculture qui nous amène où on est aujourd'hui. Mais là maintenant, il faut prendre encore un peu plus de recul et vraiment avoir un regard et une organisation qui devra aller dans ce sens-là. Et si on ne... Sapiens, pour exister sur la planète, a réussi, alors que c'était un être faible parmi l'ensemble du monde animal et autres qui existait il y a longtemps, c'est parce qu'il a réussi à coopérer ensemble pour arriver à chasser ensemble, à se nourrir, etc. Si demain, on ne retrouve pas cet affectio societatis alimentaire pour faire une place pour tout le monde, je pense qu'on passera à côté de quelque chose et ça peut avoir des conséquences importantes. Claude Gruffat, on va continuer ce débat. On va accueillir Daniel Grémillet, sénateur Les Républicains des Vosges. Bienvenue à vous. Vous arrivez dans ce débat. On essaie de trouver des solutions pour pouvoir nourrir la planète. 10 milliards d'humains d'ici à 2050. On a déjà évoqué peut-être le modèle agricole qui va devoir évoluer. Quelle est votre position justement sur ce point ? Bonjour et excusez-moi, mais c'était l'inauguration du stand des Vosges. Vous comprenez qu'un élu doit être sur le terrain, il doit être chez lui. C'est un principe. Écoutez, moi je fais confiance à l'homme. Si on reprend l'histoire, j'adore l'histoire. Si on reprend l'histoire, vous savez, il y a un siècle, il y a 2 siècles, même très récemment, il y a eu des endroits, il y a eu des famines. Avec parfois des populations moindres à travers cette planète. Et aujourd'hui, quand on voit les capacités, dès lors qu'on a l'intelligence de bien exploiter les terres, qu'on a l'intelligence de les protéger, qu'on a le savoir de permettre, parce que le sujet de l'eau va être un sujet présent sur tous les espaces, mais j'ai entendu tout à l'heure le débat de l'eau potable.
Mais l'agriculture peut aussi travailler, pas forcément uniquement avec de l'eau potable, elle peut travailler avec de l'eau de pluie qui tombe en abondance, qu'on ne sait pas forcément bien stocker. Quand je vois des pays comme le Sénégal qui mettent en œuvre des retenues d'eau, qui sont en train de redécouvrir la capacité de production pour nourrir les populations locales qui avaient disparu parce qu'on avait abandonné ce savoir. Écoutez, je suis paysan dans un petit village à Décimon. Quand je vois toutes ces prairies avec des petits canaux qui existaient, qui ont été faits à la main par ceux qui étaient avant nous il y a plus d'un siècle, il y avait des bonnes raisons, ils l'avaient fait avec intelligence, ils l'avaient fait pour utiliser l'eau au bon moment, au bon instant. Donc moi je suis confiant sur la capacité de l'homme à permettre effectivement d'avoir une capacité de nourriture pour la population qui va continuer de croître et surtout dans de bonnes conditions de santé. On va continuer ce débat, mais on a aussi parlé de la dimension de gaspillage, lutter contre le gâchis. Tam Tranu, vous êtes avec la présidente justement de Solal. C'est une association qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est à vous. Oui, je suis donc avec Angélique Delahaye, la présidente de Solal. Alors Solal, qu'est-ce que c'est? Solal, c'est une initiative qui a été créée maintenant il y a à peu près 5 ans sur une idée géniale de Jean-Michel Lemétayer qui ne supportait pas, comme tous les agriculteurs, président de la FNSEA, ex-président de la FNSEA, mon ami, puisque j'ai participé à cette création avec lui, qui ne supportait pas qu'en France, on puisse produire et qu'un certain nombre de nos concitoyens n'aient pas accès régulièrement à l'alimentation, une alimentation de qualité et une alimentation équilibrée. Et donc, cette idée lui est venue de dire, mais nous, agriculteurs, quelquefois, on a des produits qui ne trouvent pas preneur sur le marché. On ne peut pas continuer à jeter nos produits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, dans le même temps, je travaillais de mon côté sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, on s'est retrouvés. Et on a décidé de mettre Solal sur les fonds baptismaux. Alors l'originalité de Solal, c'est que c'est une initiative unique en Europe. C'est un complément de ce qui existait dans l'aide alimentaire. Et pour celui qui donne comme pour celui qui reçoit, c'est gratuit. Et cette année, eh bien, vous mettez directement en lien ceux qui ont besoin d'alimentation et ceux qui la produisent grâce à une application. C'est ce que l'on voit, hein, c'est très moderne. Dites-moi exactement comment elle fonctionne. C'est très simple. Solal a pour vocation de faciliter le don des agriculteurs. Et donc, on sait que 87% des agriculteurs sont connectés. Ils ont un smartphone, ils utilisent leur smartphone pour la météo, pour le suivi de leur culture. Et donc, on s'est dit, mais finalement, pour leur faciliter la vie, permettons-leur, à partir de leur smartphone, de faire un don. Donc, ils téléchargent l'application avec le QR code. Et puis derrière, on a imaginé cette application avec des agriculteurs donateurs. On leur a fait tester l'application. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'elle fonctionne. En quelques clics, tout est dit pour que l'association d'aide alimentaire sache qualitativement, quantitativement, en termes de logistique, quand est-ce qu'elle va pouvoir disposer de ces produits. Merci à vous, Tam. Guillaume Bourrier, réduire le gaspillage alimentaire, c'est aussi un des autres enjeux si on veut justement nourrir la planète dans le futur. Oui, le problème se pose différemment en Europe, où on gaspille environ 180 kilos de nourriture par habitant chaque année, essentiellement à cause des pertes dans les cantines et les dates de péremption. Par contre, dans les pays du Sud, c'est l'insuffisance des moyens de conservation, la moisissure, les rats qui donnent les céréales, la chaîne du froid qui manque d'énergie, le bois de chauffage qui est insuffisant pour conserver les aliments en les cuisant, etc., ou le sel. Donc en fait, c'est un certain nombre de problèmes différents, mais finalement, quantitativement, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire il y a 30 à 40% de la nourriture qui se perd entre la fourche et la fourchette, entre le champ et l'assiette. Évidemment, l'important, c'est plutôt de mettre l'accent aujourd'hui en ce qui concerne les pénuries alimentaires sur les pays du Sud. Et là, en Afrique particulièrement, puisque c'est l'Afrique surtout qui souffre de la faim, c'est aussi lié à des problèmes sociaux des agriculteurs qui sont obligés de quitter l'agriculture pour aller dans les bidonvilles des mégalopoles, où là, leur seule ressource est ils doivent simplement acheter leur nourriture. Et actuellement, la population qui a moins de $1 par jour de ressources ne pourra jamais s'acheter la nourriture
à un prix correct, quel que soit le modèle agricole qu'on lui propose. Donc cette population-là, il faut la soutenir par des aides sociales. Juste au-dessus, il y a la population des agriculteurs et des communautés villageoises pour lesquelles il faut proposer un accès aux marchés locaux et qui soient protégés par des barrières douanières, il faut bien le dire, non pas État par État, nation par nation, mais sur des grandes régions, comme l'Afrique de l'Ouest, par exemple, sur des communautés d'États qui ont les mêmes problèmes. C'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à lutter à la fois contre le gaspillage et produire des produits de proximité des consommateurs. Au Liban, des agriculteurs quittent la montagne où il y a de l'eau et des ressources en terre parce qu'ils n'ont pas accès au marché et ils vont grossir les bidonvilles de Beyrouth. Donc l'accès au marché local est très très important. Christophe Naudin, est-ce que vous observez malgré tout une évolution des comportements justement à la fois pour réduire le gaspillage alimentaire et aussi pour mieux manger? Oui, il y a des choses à faire, il y a des évolutions à faire. Il y a des modifications, je pense, culturelles à apporter aussi, que ce soit chez nous, mais aussi dans d'autres pays. Et moi, je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui me paraît un point clé pour nourrir la population de demain des 10 milliards de personnes. Quelque chose qui me paraît essentiel, qu'on n'a pas trop parlé encore dans le débat, c'est de garder des sols durables, fertiles surtout. Et ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. Je suis agriculteur, mon premier gagne-pain reste la qualité de mes sols, c'est celle qui me fait vivre. Et du coup, je pense qu'il faut garder aussi ce point de vue-là. C'est aussi par les sols que passera la qualité et le respect de la biodiversité dans le futur. Et aussi des solutions climatiques pour le changement climatique qui va affecter l'ensemble de la planète. Et notamment, du coup, sur le côté alimentation. Et voilà, c'est les choses pour moi les plus importantes. C'est un véritable enjeu, ça, André Bernard, justement, la conservation, préservation des terres agricoles disponibles aujourd'hui. C'est des pratiques qui se développent. Et effectivement, au niveau des chambres d'agriculture, dans le contrat de solution, on développe toutes ces actions-là pour accompagner. Alors, il y a des pionniers qui ont montré la voie depuis quelques années, et maintenant il y a un développement, il y a une prise de conscience très forte de la part du monde agricole. Alors, je crois que c'est souvent facile de critiquer le monde agricole, mais il a répondu à une exigence de l'après-guerre. On est parti sur cette loi d'orientation comme ça a été signé. Effectivement, aujourd'hui, dans une nouvelle ère, nous avons le devoir de nous préoccuper de ce que nous avons laissé à nos enfants derrière. Mais il faut aussi qu'on réponde au marché et qu'on donne un revenu décent aux agriculteurs. Donc c'est une équation qui est compliquée. Et je crois que personne ne détient la solution seul. Par contre, effectivement, comme il a dit tout à l'heure, je crois que si tout le monde se met en marche dans le bon sens pour travailler ensemble, on trouvera les solutions pour pérenniser, comme dit Jean-Michel. Le sénateur Daniel Grémillet. Daniel, je pouvais t'appeler Daniel. Il faut faire confiance à l'homme, il faut faire confiance aux humains pour trouver des solutions. Nous avons des signaux d'alerte. Il y a des solutions qui, quelquefois, sont citées, mais elles ne sont pas applicables de façon importante. Parce qu'effectivement, en laboratoire, on peut trouver des solutions. Quand on veut les déployer sur le terrain, ça ne marche pas. Tout à l'heure, on parlait de permaculture. Oui, la permaculture, pour faire du jardinage sur quelques dizaines de mètres carrés, oui. J'ai voulu regarder ce que ça pouvait représenter si je voulais convertir un hectare de mes légumes en plein champ en permaculture. Il me faut 300 semi-remorques de bois pour faire la permaculture. Je ne pense pas que ce soit envisageable. Par contre, faire de l'agriculture de conservation en faisant poser des plantes en contre-saison quand j'ai terminé mes céréales pour l'année d'après, c'est tout à fait intelligent. Et c'est ce que nous sommes en train de développer sur le terrain avec un groupe d'agriculteurs. Alors justement, on parle de ces évolutions scientifiques. On vous retrouve, Alexandre Poussard, avec justement des éleveurs bovins et sur cette question, notamment de la dimension génétique. C'est à vous, Alexandre. Oui, Delphine, je suis avec Geneviève Bouy de la société Géode qui travaille dans la génétique ovine. Alors, Geneviève, comment travaille votre société ? Alors notre société donc, est une coopérative d'éleveurs producteurs de reproducteurs. Donc ça veut dire que nous rassemblons donc 12 races ovines allaitantes dont l'objet est de produire des agneaux de boucherie. Et nous avons donc chez nous les éleveurs sélectionneurs qui améliorent ces races. Donc nous organisons le schéma d'amélioration génétique de ces 12 races qui ont une diversité d'aptitudes très intéressante. Donc nous avons des races qui sont très productives, donc plus adaptées à
à des zones productives au niveau fourragère, et également donc, tout un panel de races que l'on dit rustiques. Donc ce sont des races très adaptables à des variations d'alimentation, de climat, et qui valorisent des zones un peu plus compliquées au niveau agricole. Par exemple, là, on filme la rouge de l'Ouest. Alors, quelles sont ses propriétés? Alors, la rouge de l'Ouest est une race bouchère lourde qu'on appelle mixte parce qu'elle est capable de produire des agneaux de qualité bouchère importante, donc beaucoup de viande, peu de gras, et très vite, grâce à des mères qui, elles, sont ce qu'on appelle maternelles. Elles produisent 2 agneaux et elles ont beaucoup de lait pour les élever, donc une race équilibrée qui s'adapte autant à la bergerie que donc aux herbages. Et c'est une race qui est reconnue pour toutes ses aptitudes et qu'on arrive justement à vendre sur le marché français, mais également à l'international. Et justement, les races que vous développez, elles sont aussi destinées à l'exportation. Avec quel pays vous travaillez? Alors on travaille avec de nombreux pays de l'Union européenne, mais également on a ouvert des marchés donc sur l'international, pays tiers. Donc par exemple la Mongolie, l'Iran, on travaille aussi un peu, on essaie de travailler l'Irak et d'autres pays qui s'ouvrent, l'Israël. Donc des pays à grande demande en viande ovine et qui ont besoin d'un appui technique en plus d'un apport de génétique de haut niveau afin de modifier leur élevage national vers plus de productivité, une meilleure plus-value donc de leur territoire. Et justement sur la Mongolie, comment vous développez l'élevage ovin? Alors sur la Mongolie, nous avons exporté plusieurs races, donc des races très prolifiques, des races rustiques et des races donc bouchères lourdes. Et le but, c'est d'essayer de faire fonctionner ces races en propre, mais également en croisement avec leurs races locales, parce que le but, ce n'est pas d'éliminer les races locales, mais plutôt de s'en servir comme base pour pouvoir justement les rendre plus productives grâce à des croisements et effectivement aussi une amélioration de l'alimentation, donc une structuration de l'élevage un petit peu plus orienté vers la production de kilos de viande et nourrir la population. Très bien, merci beaucoup Geneviève de nous avoir montré comment la génétique peut permettre de nourrir la planète. Claude Gruffat, une réaction, la génétique au service d'une meilleure productivité, d'une meilleure plus-value, c'est un progrès scientifique ou est-ce que ça peut aussi apparaître comme une certaine dérive ? Non, mais ça peut être un projet scientifique éminemment intéressant et important, mais il faut le remettre dans un contexte qui ne soit pas celui de la dépendance aux engrais chimiques et aux produits phyto qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que toutes les semences, ce qui est un gros sujet qui n'est encore pas arrivé dans le débat, vous faites bien de le mettre sur la table, sur le côté comment on va avoir demain des variétés et des espèces, variétés pour le végétal, espèces pour les animaux, qui s'adaptent à différents milieux. Et tous les terroirs et tous les territoires ne répondront pas, ne pourront pas, je vais le dire dans l'autre sens, toutes les espèces et toutes les variétés ne peuvent pas s'adapter sur tous les territoires. On a parlé de l'eau, qui est extrêmement importante, qui va se raréfier, peut-être pas trop en France, mais dans le reste du monde. C'est quoi les variétés, les espèces qui vont pouvoir se faire? Tout à l'heure, vous parliez des variétés de tomates, comme on a réduit la consommation d'eau, mais il faudra peut-être aller chercher d'autres variétés de tomates qui ont encore besoin de moins d'eau pour pouvoir être possibles. Et puis quand on peut faire tomate, il faudra faire autre chose, mais même pour les céréales, même pour etc. Donc là, la recherche variétale a de beaux jours devant elle, mais dans une orientation qui est radicalement différente de celle qu'on a prise depuis 60 ans et sur laquelle on est encore aujourd'hui. Oui. Daniel Grémillet. Alors là, on est vraiment dans un sujet stratégique. Et la France et l'Europe, mais surtout la France, on peut être fier de ce qui a été fait depuis des décennies. On est l'espace au monde où on a gardé la plus grande biodiversité animale, de races ovines, de races caprines, de races laitières. On peut prendre tout le secteur animal. C'est la même chose au niveau des végétaux. Et ce qui est très important, c'est de les préserver. Parce que derrière cette diversité se cache une multitude de réponses aux enjeux du futur. Effectivement, on a des races locales qui sont capables de s'adapter à des conditions climatiques plus sévères les unes que les autres. Et c'est sous cet angle-là qu'il faudra effectivement répondre, non pas d'une manière uniforme, mais diverse, aux spécificités territoriales, y compris dans notre territoire. J'entendais le débat, il faudra réduire le nombre de ruminants, de vaches laitières. Je pose la question, d'un autre côté, on a besoin en France de préserver les prairies. On a besoin de préserver nos territoires et de se protéger aussi contre les incendies. Et toutes les études qui ont été faites en France montrent que là où le ruminant, le mouton, la vache a disparu, c'est là qu'apparaissent les premiers incendies et ensuite les ravages qu'on a derrière. Donc il faut ce mixte.
on ne préservera pas des paysages si derrière il n'y a pas de vocation économique et une richesse économique qui est tirée de ces paysages. C'est la même chose à travers le monde n'est pas uniforme. On a eu une mission parlementaire en Russie. Vous savez, l'embargo, les conséquences de l'embargo. Les Russes, ils n'ont pas tardé à réagir. Et on a vu de nos propres yeux, à travers cette mission parlementaire, des investissements en matière génétique, où ils vont être capables de se passer, ils venaient chercher, surtout en Europe, la richesse génétique. Aujourd'hui, c'est eux qui vont la produire. Parce que vous savez, il y a un point. Vous savez, les caddies sont pleins en France. Et on croirait qu'il n'y a pas de problème pour le futur sur notre sécurité alimentaire. Je suis au Salon de l'Agriculture depuis mardi. J'ai passé du temps à écouter tous les messages. Et c'est quoi les messages? C'est qu'on voit que petit à petit, secteur par secteur, hier nous avons eu des discussions très profondes avec les producteurs de fruits et légumes, quand on voit le volume qui vient d'autres régions parce que aujourd'hui les producteurs ne sont plus dans les conditions favorables, il y a des distorsions concurrence qui s'opèrent, c'est là qu'on voit la fragilité. Vous savez, l'agriculture, ça se décline au temps long. Et ce qu'on aura dans notre assiette, y compris en France et en Europe, dans les années 2030-2050, c'est maintenant que ça se dessine. Donc l'enjeu, il est vraiment stratégique. Daniel Grémillet, avant de continuer ce débat, on retrouve une nouvelle fois Alexandre Poussard, puisque vous êtes avec le représentant de Grenotech en Côte d'Ivoire. C'est à vous, Alexandre. Oui, je suis sur le stand de Digital Africa, qui est une initiative française pour aider les entrepreneurs agricoles en Afrique, et notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Et je suis avec Daniel Oulaye, directeur de la société Grenotech en Côte d'Ivoire, qui développe des applications pour aider les agriculteurs en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, je suis Daniel Oulaye, CEO de la start-up Grenotech. Nous avons développé une application mobile qui utilise de l'intelligence artificielle qui permet aux petits agriculteurs en Côte d'Ivoire de surveiller la présence des ravageurs des maladies dans les champs de céréales et de légumineuses en Côte d'Ivoire. Il y a un vrai problème avec ces insectes ravageurs en Côte d'Ivoire. Justement, selon le FAO, c'est 40 à 60% de pertes post-récolte chaque année à cause de l'action combinée des ravageurs en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Alors comment vous avez pu développer votre société? C'était il y a quelques années? Oui, je pense que l'idée est née de notre volonté de pouvoir réduire les pertes post-récolte en Côte d'Ivoire. Aussi, l'idée est partie de notre volonté de pouvoir contribuer donc à l'amélioration des revenus des petits agriculteurs dans cette partie du pays. Et c'est toute une équipe qui a travaillé sur cette idée, une équipe composée de développeurs, d'ingénieurs, agronomes et de jeunes passionnés. Et aujourd'hui, c'est environ 500 petits producteurs qui utilisent cette solution dans le pays. Et là, c'est une opportunité que nous offre Digital Africa et ANSUD d'être là présent sur ce stand pour non seulement bénéficier de transferts de technologie de d'autres entreprises françaises, mais aussi de faire du réseautage pour faire évoluer et passer à l'échelle. D'accord, donc vous êtes preneur ici de transfert de nouvelles technologies. Donc vous disiez 500 petits agriculteurs utilisent votre application. Vous allez passer à l'étape supérieure? Oui, justement, aujourd'hui, pour nous, c'est l'opportunité de passer à l'échelle parce que c'est environ plus d'1 million de petits agriculteurs en Côte d'Ivoire qui pourront utiliser cette application. Et cette application a la possibilité d'avoir le même résultat dans certains pays de l'Afrique subsaharienne qui partagent avec la Côte d'Ivoire les mêmes caractéristiques agroclimatiques. Il y a un vrai enjeu pour équiper les agriculteurs ivoiriens de ces nouvelles technologies pour utiliser l'application. Oui, justement, le vrai enjeu, c'est que nous travaillons sur une cible non digitalisée et il faut mettre en place tout le dispositif, l'accès au matériel, aux outils. Et déjà, il y a quelques mois, on a collecté des téléphones portables auprès des étudiants français qui nous ont permis d'équiper certains agriculteurs à l'ouest du pays pour leur permettre déjà de tester cette application et d'améliorer leurs pratiques agricoles en intégrant le digital. Très bien, merci beaucoup Daniel Oulaye de nous avoir montré que les nouvelles technologies peuvent aider au développement de l'agriculture africaine. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Guillaume Gontard, je voudrais vous faire réagir à ce que nous dit Daniel Grémillet. Non, il ne faut pas limiter le nombre de bovins par la suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Je pense que la question ne se pose pas comme ça. Je pense qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, qu'on évolue et qu'on change de mode de production. On parlait des paysages, j'ai entendu notamment du pastoralisme, bien évidemment.
C'est-à-dire que c'est en relocalisant, c'est en soutenant cette agriculture justement dans les territoires. Moi, je suis d'un territoire de montagne, j'étais maire d'un village de 200 habitants, et ben c'est vrai que le pastoralisme, c'est ce qui fait vivre la plupart des gens qui sont sur place. Et donc, il faut travailler avec eux, savoir comment les aider et les soutenir dans cette activité. Et c'est de l'emploi. Et c'est vrai que cette transition, quand on met en place cette transition, et notamment cette transition écologique, moi je constate une chose, c'est que si on regarde les chiffres, en bio, et ceux qui sont passés en bio, on est avec en moyenne 9 à 10% d'emplois en plus sur les 5 dernières années. Sur l'ensemble de l'agriculture, on est avec une baisse de 1% des emplois. Donc on voit bien que dans l'intérêt de l'agriculture, dans l'intérêt des agriculteurs, il faut amorcer cette transition. Et c'est vrai que j'entendais de dire on fait confiance aux gens. Bien sûr, moi je fais totalement confiance en l'humain pour changer et pour modifier. Mais on a quand même une responsabilité politique pour amorcer ce changement et on a des leviers pour le faire. Et donc c'est de donner la direction, d'accompagner et aussi de savoir où on va. Et je pense que c'est ça qui est important et qu'on ne peut pas tergiverser. Sur les intrants, on a eu le débat sur le glyphosate. Quand je vois qu'un coup, le ministre de l'Agriculture dit que c'est pas dangereux, là je vois qu'il dit que maintenant il a toutes les certitudes sur le danger de ce produit. On ne peut pas comme ça godiller d'un côté à l'autre. Et je pense qu'il faut qu'on donne une vraie direction là où on veut amener notre agriculture. Et là, le politique, il a un vrai moyen d'action et d'agir fortement pour accompagner cette transition écologique. Christophe Naudin, est-ce que le bio seul pourra justement nourrir l'humanité? Il va falloir peut-être voir une coexistence de plusieurs modèles, de 2 modèles. Je pense que oui, effectivement, il ne pourra pas alimenter dans le futur la totalité des personnes sur Terre. Il devra certainement cohabiter effectivement avec d'autres systèmes, sans doute pas le conventionnel qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être l'agriculture de conservation que je pratique aujourd'hui, qui pour moi semble être une solution en tout cas pour les objectifs qu'on a à répondre aujourd'hui et aussi à ceux qu'on aura à répondre pour demain. Vous avez parlé de la qualité de l'eau, vous avez parlé des problèmes d'eau qu'on va avoir. Moi, pour rappeler, je le pratique chez moi, c'est quelque chose que je vis. J'ai des épisodes caniculaires tous les ans aujourd'hui. Je suis dans le bassin parisien, je suis à 50 km au sud de Paris, je ne suis pas dans le sud de la France. La couverture permanente des sols en gardant un mulch de quelques centimètres sur le sol permet d'éviter l'évaporation de l'eau. C'est des solutions naturelles. Ça ne coûte rien du tout, ça ne demande pas de matériel. Donc un système comme ça, durable et plus porté sur des processus naturels, des écosystèmes qui sont ce qui a été fait par le passé. Et ce qui a été éprouvé par des agriculteurs aujourd'hui, il y a des centaines d'agriculteurs en France, des milliers d'agriculteurs même en France qui la pratiquent. C'est un système qui est pratiqué aussi dans le monde entier par des millions d'agriculteurs sur des centaines de millions d'hectares, y compris sur des grandes plaines céréalières. Voilà, là c'est des réponses sur les plaines céréalières. Quand on montre des champs nus en plaine céréalière, il y a des solutions justement à faire, de les couvrir en permanence, qui peuvent être des solutions pour demain. Et je le rappelle, pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et principalement pour la qualité des sols et la fertilité. Guillaume Bourrier, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné finalement à avoir 2 types d'alimentation aussi? Il y aura d'un côté les consommateurs qui auront les moyens de bien s'alimenter et puis les autres à qui on réservera justement une alimentation issue d'une agriculture plus intensive? Je crois qu'il faut éviter d'aller à une agriculture complètement duale avec ces 2 extrêmes. Par contre, comme ça a déjà été dit, il n'y aura pas un seul modèle agricole qui va s'imposer dans le monde entier. Il faut quand même savoir que les goûts alimentaires sont fixés dans les 3 premières années. Et ce qui est important pour le développement des enfants, c'est aussi l'alimentation pendant les 3 premières années. Donc, actuellement, nous disposons de 2800 kilocalories par habitant et par jour, et la ration normale, c'est 2500. Donc avec ça, on pourrait dire, mais il n'y a pas de problème. Simplement, les ressources sont très inégalement réparties et l'accès à la nourriture, surtout économiquement, est très mal réparti. Donc, pour répondre à la question, il faudra avoir plusieurs modèles. Donc, effectivement, l'agriculture raisonnée, on voit qu'il y a des tâtonnements. Finalement, à l'INRA et au CIRAD, Michel Griffon a proposé le concept d'agriculture écologiquement intensive.
ça existe, je dirais l'agriculture écologiquement intensive existe. Je l'ai rencontré dans l'Accro, en travaillant à l'INRA à Avignon, où depuis le XVIe siècle, l'irrigation des prairies fournit le foin en appellation d'origine protégée de l'Accro qui permet aux éleveurs de vivre, aux agriculteurs d'abord, de fournir un foin AOP comme un grand cru. La première coupe pour les chevaux de course, la deuxième pour les bovins, la race d'abondance. Vous gardez l'appellation reblochon si vous complétez avec du foin de croc, sinon vous la perdez. Pour les ovins, etc. On a un système comme ça qui entretient le paysage, qui fournit des revenus, parce que la misère durable, on sait faire, on n'a pas besoin des scientifiques pour ça. Mais le développement durable, ça consiste à fournir des revenus aux agriculteurs. Et donc, on a des exemples comme ça de modèles qui marchent, avec une agriculture écologiquement intensive. Progressivement, je pense que ces tâtonnements autour de l'agriculture raisonnée, etc., vont converger vers ça. Ouais. Dans les pays du Sud, c'est différent. Ouais. Il y a d'autres modèles qui vont s'imposer. L'agroforesterie, les cultures associées. Ça ne sera sûrement pas le modèle européen qui sera transposable sur les sols pauvres et fragiles du sud de l'Afrique. Oui, André Bernard. Oui, pour compléter ce que vous venez de dire sur l'accro, je crois qu'il faut quand même préciser que cette pratique-là, en plus, elle permet à 500 000 personnes d'avoir de l'eau potable. Parce que c'est par l'irrigation des prairies, cette eau qui s'infiltre et qui alimente les nappes de tout ce qui vit autour de l'accro. 500 000 personnes ont de l'eau potable grâce à l'agriculture. On ne le dit pas assez souvent. Moi, je voudrais juste revenir un instant sur le bio et le conventionnel. Il ne faut surtout pas opposer les deux systèmes. Les avancées du bio permettent au conventionnel d'avancer et réciproquement. Par contre, nous sommes quand même aujourd'hui, le bio et les circuits courts, ça pèse à peu près 7% de la production agricole française. Nous allons le doubler dans l'objectif quelques années. Il reste 85, 7,7, ça fait 14, 15%. Les 85 autres pourcents, il faut quand même qu'on se préoccupe de savoir comment on va les produire de façon durable pour apporter une alimentation à un prix acceptable par tout le monde. Parce qu'effectivement, on peut avoir une élite qui a les moyens de se payer quelque chose de très élevé, et qu'est-ce qu'on fait des autres? Donc il faut aussi qu'on ait cette vision-là chez nous, et on doit l'avoir au niveau de la planète. Parce qu'effectivement, s'il y a des zones où ils ne peuvent pas se nourrir correctement, on connaît les courants migratoires. Donc effectivement, on a aussi cette mission, nous les Européens, le ventre bien rempli, de se préoccuper comment on permet à des peuples dans des pays de se développer, en leur apportant de la formation, en leur apportant des techniques, en les formant, mais surtout pas en allant dérouler chez eux les pratiques de chez nous, de façon sans tenir compte du terroir. Je crois que c'est chaque paysan dans chaque territoire, quand il est formé, qu'il a pris conscience de ce qu'il représente, d'avancer. Daniel Grémillet. Oui, moi je trouve que c'est passionnant. J'ai fait mes études dans un lycée agricole public en France. Si je ressors mes cours que j'ai gardés d'ailleurs, enfin, je les amène un coup parce que ça vaut son pesant d'or. Et ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a enseigné dans les années 70. Et si je mettais encore en pratique ce qu'on m'a appris dans les années 70, mais vous auriez dit, vous diriez, mais Grémillet, ce paysan, mais il est fou. Quand on voit l'évolution, ce qu'a fait l'agriculteur naturellement, parce que par la connaissance, c'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai horreur de l'expression développement durable. Parce que je trouve que c'est prétentieux, c'est une injure à nos parents, à ceux qui ont été avant nous. On fait en fonction du savoir, en fonction de la science, et on va rien inventer. Et je suis sûr que nos petits-enfants vont nous dire qu'on a fait aussi des conneries, alors qu'on pensait faire du développement durable. Donc il faut toujours rester humble. Mais l'enjeu, il est là. Il est à travers le savoir. Et quand j'entends le débat du bio, du non-bio, ça veut rien dire du tout. Ça n'a pas de sens. Le bio lui-même évolue en fonction de la connaissance. Et les autres productions aussi évoluent en fonction du savoir et de la connaissance. Mais il y a un point important qu'il ne faut pas oublier. C'est on nourrit les hommes avec un grand H. Et on sait, y compris en France, hein, alors que les caddies sont pleins, un tiers des Français font leurs courses à l'euro près. Donc la notion de capacité d'accéder à l'alimentation, c'est aussi un enjeu important pour notre territoire et surtout notre population. Guillaume Gontard. Non mais sur la question du bio ou du non-bio, qu'est-ce que c'est le bio? C'est juste de limiter ou de diminuer très fortement les intrants. Et les intrants, c'est quoi? C'est quand même lié à l'industrie pétrolière. Et donc on voit bien que si on ne sort pas de ça,
on parle de coûts, de l'alimentation. Oui, on risque d'aller droit dans le mur. Et donc je pense que cette évolution, il faut la voir. On s'aperçoit que effectivement, on avait basé une agriculture en lien avec la chimie. Je pense qu'il faut en sortir. Et je dirais qu'on n'a pas le choix. On a parlé de l'eau, on a parlé de tous ces effets sur l'environnement. Donc il faut en sortir. Et je pense qu'il faut en sortir vers le haut et qu'effectivement, il n'y a pas d'opposition. Il y a juste de passer d'un système vers un autre et d'accompagner les agriculteurs, d'accompagner les paysans vers vers ce système. Après, je pense qu'aussi, sur l'alimentation, on parle de coût de l'alimentation. Je pense que si on continue comme ça, on va avoir une alimentation qui risque d'augmenter. On voit bien que nos agriculteurs ne sont pas payés ou mal payés pour le travail qu'ils font. Donc il y a une vraie question sur le coût de cette alimentation et la place de l'alimentation, je dirais, dans notre vie qui est importante. Et puis un autre élément, c'est que pour la première fois, dans le monde, on a plus de décès qui sont liés à la malbouffe, je dirais à la surbouffe, à l'obésité, au manque de nourriture. Et donc là, je pense qu'il faut se poser des questions, notamment sur la surtransformation des aliments, qui amène à ce qu'on arrive à cette situation sanitaire. Parce que oui, on vit plus longtemps, sauf qu'on vit plus longtemps aussi en mauvaise santé. Donc je pense que se poser cette question et de lier agriculture, alimentation et santé, ça me paraît indispensable. Alors, Guillaume Gontard, avant de poursuivre ce débat, on va voir justement comment la recherche scientifique travaille pour nourrir la planète. Tam Tranui, vous êtes avec la directrice justement scientifique alimentation à l'INRA, Monique Axelos, c'est à vous. Oui, effectivement, Monique Axelos, nous sommes ici sur le stand de l'INRA. Comment les chercheurs travaillent-ils sur ce sujet? C'est-à-dire, comment nourrir 10 milliards d'habitants aux alentours de 2050? Oui, alors absolument, nous travaillons sur ce sujet-là. Donc, vous nous parlez de la sécurité alimentaire mondiale. Nourrir 10 milliards d'habitants en 2050, c'est augmenter de 56% la production agricole, mais pas n'importe comment. Donc en fait, vous pouvez jouer sur l'offre et vous pouvez jouer sur la demande. Jouer sur l'offre, ça veut dire d'augmenter les rendements, notamment les rendements les plus faibles. Je vous parle à l'échelle globale. Au niveau européen, les rendements sont tout à fait conséquents à l'heure actuelle, donc c'est plutôt dans d'autres pays. Vous pouvez également augmenter ces rendements, mais surtout sans augmenter les quantités de terres agricoles. Donc il y a vraiment une question de préserver les systèmes écologiques et la biodiversité, donc ne pas augmenter les terres, ne pas aller vers la déforestation. Augmenter aussi en quantité, mais aussi augmenter en qualité, et notamment c'est essayer d'accroître la qualité et la densité en micronutriments des plantes qu'on avait vu baisser régulièrement. Donc, quels sont les pays les plus concernés par les problèmes d'alimentation aujourd'hui sur lesquels vous travaillez? Alors, au niveau de l'INRA, on travaille essentiellement sur tout ce qui est Europe. Après, d'autres instituts travaillent sur ce qui se passe dans d'autres pays. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut à la fois augmenter sans impacter l'environnement. Et donc, l'INRA s'est clairement orienté vers toute l'étude des pratiques agroécologiques. C'est-à-dire un certain nombre de changements de pratiques agricoles, augmenter les rotations par exemple en légumineuses, à des cultures mixtes, des diminutions de labour, pour aller justement pour concilier augmentation et maintien des qualités environnementales. En plateau aussi, on parlait aujourd'hui de la surtransformation des aliments, le fait qu'aujourd'hui, il y avait aussi ces problèmes-là qui venaient se rajouter. Est-ce que vous travaillez sur ce sujet également? Alors, on travaille également sur ce sujet. Là, en fait, par rapport à ce que je vous ai dit, on peut passer sur la demande. Donc, la demande, c'est le consommateur. Et le consommateur, à travers cette demande, il a un pouvoir énorme de changer et de permettre d'arriver justement à nourrir ces 10 milliards de personnes en 2050. Donc, effectivement, nous sommes face à une épidémie d'obésité. Donc ça veut dire avoir une alimentation beaucoup plus saine. Donc c'est avant tout, avant de parler d'ultra transformé, c'est avant tout déjà réduire notre consommation globale. On peut baisser le nombre de calories. C'est manger beaucoup moins salé, beaucoup moins sucré déjà, et avec moins de matières grasses saturées. Donc diminuer la part de nos protéines animales. Donc rééquilibrer par part de protéines végétales, protéines animales. Ça veut dire pour le consommateur d'accepter aussi des nouveaux produits. Alors après, je ne parlerai pas moi d'ultra transformé, je parlerai d'ultra formulé. Et on revient bien sur ces questions de sel, de sucre, d'additifs.
qui sont effectivement des questions qui sont en cours d'étude à l'heure actuelle. Eh bien, merci beaucoup Monique Axelos d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Claude Gruffat, qu'est-ce qu'on va manger dans le futur? Est-ce qu'il y aura aussi une révolution culinaire qui se prépare? On va manger moins de viande, on va manger beaucoup plus de végétaux. On va répartir notre bol alimentaire différemment et ça doit commencer maintenant pour que dans 30 ans, le modèle de consommation occidentale qui prend 1,1 hectare par habitant, qui est donc presque 8 fois notre part par rapport aux surfaces disponibles sur la planète pour chaque habitant, il faudra qu'on s'adapte à cette situation et qu'on réduise. Donc ça veut dire que pour les surfaces qui sont en France, pour revenir près de chez nous et donner suite aussi au débat de tout à l'heure sur l'élevage, etc., on a 60% de la surface agricole aujourd'hui qui est destinée à l'alimentation animale. Sur ces 60%, il y en a 40%, c'est les prairies naturelles. Donc effectivement, on ne fera pas autre chose que de l'élevage dessus parce qu'on ne peut pas faire autre chose que de l'élevage dessus. Mais en France, on a concentré les élevages. Sur ces terres de prairies naturelles, on ne fait que de la viande, on ne fait plus de lait. Maintenant, il faut peut-être revenir. C'est pourtant la réalité. Il n'y a pas beaucoup de lait dans l'Allier. On va avoir besoin effectivement de récupérer des terres. Oui. Donc du coup, on est maintenant à regarder la répartition des choses différemment pour pouvoir récupérer les 30% de surface qui pourraient alimenter et produire des végétaux et pas alimenter pour les humains et pas pour l'alimentation animale. Et donc, du coup, répartir la territorialisation de la ressource en surface pour la ressource alimentaire. Vous n'êtes pas d'accord, Daniel Grimillet, sur ce point? Vous n'êtes pas d'accord? Je vais prendre un exemple très concret, puisque ce salon, c'est les 50e anniversaire de l'appellation du Munster. Munster, c'est uniquement des vaches qui bouffent de l'herbe dans les prairies. Et ce salon de l'agriculture, quand on voit le concours des fromages, tous ces fromages, ils proviennent de l'herbe, des différents territoires. C'est toute notre richesse de la diversité, de la biodiversité végétale qu'on a dans nos territoires. Non, alors, il y a des régions qui sont historiquement tournées vers des bassins allaitants. C'est connu, c'est notre histoire. Puis d'autres secteurs, c'est plutôt la vache laitière. Mais dire qu'en France, la vache laitière disparaît dans nos prairies, nos vertes prairies, non. J'ai dit qu'il y avait à répartir différemment parce qu'on est trop allé sur des systèmes concentrés avec des régions qui produisent du porc, qui produisent du lait, d'autres de la viande, etc. Et qu'il faut répartir pour mieux utiliser les ressources naturelles et notamment les prairies naturelles pour ce à quoi elles sont destinées. Guillaume Bourrier sur ce point. Oui, il va falloir diversifier les régimes alimentaires. On cultive quelques espèces. Il y a 30 000 espèces qui sont comestibles. Donc il y a énormément de possibilités de développer des nouvelles cultures. Pour ce qui est de la pêche, on pêche essentiellement le thon et les poissons carnivores, c'est-à-dire ceux qui sont au niveau trophique le plus élevé, alors que dans l'agriculture, on consomme essentiellement des végétaux qui sont au niveau trophique de base et des herbivores. Donc il faut aussi que la pêche s'oriente vers des niveaux trophiques plus bas dans la chaîne alimentaire. Il faut aussi garder la variété génétique et diversifier les régimes alimentaires. C'est ce qui a été conseillé à Rosario par les académies des sciences pour la grande région africaine. En Europe, il va falloir diminuer la consommation de viande. Et pour revenir à l'obésité, les choses sont un peu plus compliquées parce que des carences en iode, en fer et en zinc des populations sous-nutries conduisent à de l'obésité. Donc l'obésité n'est pas simplement un problème de nombre de calories excédent, c'est aussi un problème de déséquilibre entre les calories, la cellulose, les sucres et les protéines et les sels minéraux. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut s'aller et ça se fera par une coopération internationale et avec des échanges. Je parlais de révolution culinaire, Guillaume Gontard, est-ce qu'il faudra aussi peut-être envisager de changer complètement notre régime alimentaire en mangeant des algues, des insectes par exemple? Je suis pas sûr qu'il faille jusque-là. Je pense qu'en fait, on a tout ce qu'il nous faut et on voit bien qu'on arrive à produire. Après, c'est la répartition de cette production et de comment on produit. Donc bien sûr qu'il va falloir changer notre manière de s'alimenter, et monsieur l'a décrit, que c'était pas si simple, mais qu'il va falloir qu'on change nos habitudes. Mais je dirais que la période que l'on vit actuellement, avec cette transition,
où on voit bien qu'on ne peut plus agir avec le réchauffement climatique, qu'on ne peut plus agir comme on agissait avant, et donc il va falloir revoir nos comportements. Et c'est là aussi, encore une fois, où le rôle du politique, ou le fait d'avoir des orientations sur de long terme me paraissent importants. Et je voudrais rajouter quand même quelques mots sur la place du foncier, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai sur l'artificialisation des sols. Je pense que là, il y a une vraie question, il y a des vrais enjeux, puisque pour produire, il faut des terres, et il faut des terres de qualité. Et donc, il faut être très sensible à ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est le développement notamment des biocarburants, puisqu'on nous propose quand même, on voit qu'on a la prime à reconversion sur des véhicules soi-disant propres, donc avec l'utilisation de biocarburants. Et je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant à ce qu'il n'y ait pas une bascule et à ce on priorise les biocarburants parce qu'ils pourraient rapporter un peu plus au détriment de l'alimentation. Je pense que c'est un enjeu important et c'est pour ça que quand on aborde l'agriculture, la question alimentaire, on aborde l'ensemble de ces sujets et de l'évolution de notre environnement. Oui, André Bernard. Oui, je crois que ce qui vient d'être dit, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vision de la sécurité alimentaire au niveau mondial. Il faut arriver au Conseil mondial de la sécurité alimentaire. Ça dépasse tous les enjeux politiques et tous les enjeux économiques. Donc effectivement, c'est un vrai débat qu'il faut pousser au plus haut niveau. Et je dirais que sur les biocarburants, revenons à il y a 70 ans en arrière, la traction était toute une traction animale. Et 20 à 25% de la surface agricole était faite pour faire l'énergie, pour faire fonctionner l'agriculture. Donc ne nous privons pas de cette possibilité qui permet de faire des carburants, des biocarburants qui nous exonèrent d'une partie des problèmes de la carbonation par rapport aux ressources minières. Et je pense que c'est aussi un moyen d'équilibrer les exploitations. Et quand on fait du couvert végétal, on peut aussi faire du carburant avec à certains moments. Il faut faire mais l'alimentaire, oui, mais il faut aussi que cet alimentaire, que les producteurs soient rémunérés correctement. Donc c'est aussi, il y a un enjeu, quoi. Il y a un enjeu global, c'est-à-dire, mais n'oublions pas que, et ça a été dit par le monsieur, si on veut des agriculteurs demain, il faut d'abord leur donner un revenu décent et pérenne. C'est ça le véritable débat. Et aujourd'hui, il faudrait quand même, on se pose des questions, mais moi je voudrais vous en poser une. En 1960, 42% des dépenses des Français passaient à l'alimentaire et 22% revenaient aux agriculteurs. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 13% dans les dépenses alimentaires et 3,5% reviennent aux paysans à la matière première. La matière première pour nourrir un individu en France aujourd'hui, c'est 1,20 € et 30 centimes de Pâques. Avec 1,50 € par jour, on garantit une alimentation à tous les consommateurs. Voilà, donc effectivement on est arrivé en bas. Je pense qu'effectivement on est au point de rupture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des agriculteurs qui n'ont pas de revenus avec moins de 300 €, qui malheureusement il y a des suicides. Donc effectivement il est grand temps que la société prenne conscience de là où on est à un point de non-retour. On a exploité la planète pour produire une alimentation toujours moins chère, mais on est au bout. Il faut qu'on inverse la tendance. Claude Gruffat, elle a un coût effectivement, cette alimentation, on l'a répété à plusieurs reprises sur ce plateau. Elle a un coût, cette alimentation. Cette alimentation, si elle a une valeur, elle a un coût. Si les produits bio ont la réputation d'être plus chers que le conventionnel, c'est parce qu'ils ont une valeur, ils sont produits différemment, donc ils ont effectivement un coût. Et il se trouve que les paysans en bio ne se plaignent pas de leurs revenus. Ce qui veut donc dire que quand il y a une vraie valeur ajoutée et qu'elle se répartit tout au long de la filière, et qu'on y introduit vraiment une démarche de commerce équitable, qui est une valeur qui nous est chère, nous, dans notre réseau chez Biocop, et ben là, on arrive à un système qui trouve un nouvel équilibre financier et économique entre le consommateur, qui a une alimentation qui a un certain prix, et moi je répète toujours que le juste prix pour le consommateur, c'est pas le prix le plus bas, hein. C'est le prix qui fait qu'il a un produit de qualité longtemps. Donc à rémunérer un agriculteur, qui a une agriculture durable derrière, qui va porter toute une filière économique qui fait que demain, après-demain, etc., on aura un modèle alimentaire. Je vous vois réagir, Christophe Nodin. Oui, non, c'était principalement au prix de l'agriculture biologique et les agriculteurs qui ne se plaignent pas. Moi, je suis agriculteur, du coup, je suis assez proche des agriculteurs en général, qu'ils soient agriculteurs biologiques ou maraîchers, etc., agriculteurs. J'ai des souvenirs qui se plaignaient quand même de subventions qu'ils ne recevaient pas.
Non, du coup, on parle quand même de l'agriculture de demain. Est-ce que justement l'agriculture de demain sera toujours subventionnée aussi? L'agriculteur doit gagner sa vie par lui-même, j'ai envie de dire par le travail qu'il fournit. Est-ce que l'agriculteur doit être subventionné par de l'argent public demain? C'est une autre question qu'on va peut-être pas répondre aujourd'hui. Mais du coup, les agriculteurs biologiques non, mais la réponse est clairement non. Il ne faut pas que les agriculteurs vivent de subventions. Mais je crois qu'ils en sont tous là. C'est ce qu'ils disent tous, à juste titre. Alors après, les bio qui n'ont pas reçu les subventions, il ne faut pas truquer le débat là. Ce qu'ils n'ont pas reçu, c'est les aides à la conversion européenne, parce que la France avait sous-estimé les volumes de conversion en bio. Donc le volume des aides n'a pas été au rendez-vous. On n'est pas au même endroit. Ça, c'est la résistance du conventionnel au bio en France qui est responsable de cette idée-là. Mais ils ont normalement les aides européennes. La conversion est nécessairement aidée parce qu'on produit bio, mais on vend conventionnel. Donc là, cette période-là est nécessairement aidée. Ça peut pas être autrement. Mais une fois qu'on est passé de l'autre côté, il n'y a plus besoin d'aide. Il faut que le prix soit rémunérateur. On est entièrement d'accord. Christophe Naudin, vous avez eu des aides pour justement cette conversion? Non, justement, je produis des bénéfices environnementaux pour le bien de tous, de monsieur et madame tout le monde. Je n'ai pas d'aide supplémentaire par rapport à ça. J'ai fait le choix par moi-même de produire autrement. J'ai pris des risques par moi-même, j'appelle ça de la R&D sur mon entreprise, sur mon exploitation agricole. Je n'ai pas d'aide extérieure. Je prends de mes deniers personnels pour faire des essais sur mon exploitation. Je trouve des nouvelles choses tous les ans. Voilà, j'ai des personnes de l'INRA aussi qui viennent faire des expériences sur mes parcelles, qui trouvent des résultats, voilà. Un exemple tout bête, en fait, ils trouvent particulièrement des carabes, c'est des petits insectes qu'on trouve au niveau du sol, qu'on ne trouve qu'en forêt dans mes parcelles. J'ai plusieurs années de non-travail du sol total, pas de labour, pas de déchômage, etc. Et j'ai des insectes qu'on retrouve dans les forêts, dans mes champs. Alors Christophe Naudin, je vous interromps puisqu'on va retrouver Tam Trani, puisqu'on a beaucoup parlé aussi de la préservation des ressources halieutiques. Et justement, vous allez nous en parler avec votre invité, Tam, c'est à vous. Effectivement, Delphine, je suis avec Jacques Vossy, président de Pavillon France, filière pêche. Et comment fait-on aujourd'hui pour pêcher tout en préservant les ressources? On sait que c'est aujourd'hui extrêmement important d'éviter la surpêche. Vous savez que c'est quand même un enjeu majeur aujourd'hui, cette notion de pêche durable et responsable. C'est déjà une très forte attente des consommateurs qui ont besoin d'être rassurés sur la qualité des produits et des poissons qu'ils peuvent consommer. Et puis, il y a évidemment tout le monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle insiste fortement sur cet enjeu. C'est quoi une pêche responsable aujourd'hui? Ce sont des espèces qui sont pêchées avec des techniques et des engins de pêche extrêmement précis et de plus en plus sophistiqués et respectueux de l'environnement. Ce sont des zones, je dirais, de transformation, de stockage, des aspects de transport du poisson et ensuite le poisson tel qu'il est travaillé dans le point de vente ou dans la poissonnerie. C'est tout cet ensemble, c'est toute cette chaîne qui permet d'assurer une durabilité ou une préservation, si vous voulez, par des techniques de pêche, des ressources. Là-dessus, il y a depuis 10 ans, comme vous le savez aussi, des contraintes qui ont été apportées aux pêcheurs dans le cadre d'une politique européenne, par des quotas, par des respects de zones. Donc c'est l'ensemble de tout cela et la prise de conscience des professionnels à tous les niveaux de la filière qui permet d'assurer au maximum donc une pêche durable et une pêche responsable. C'est un enjeu majeur et il y a des progrès certainement encore très importants réalisés, mais toute la profession s'y attelle. Quel progrès reste justement à réaliser pour vous? Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des espèces en danger récemment qui ne l'étaient pas il y a encore quelques années? Il y a forcément des espèces, alors je ne sais pas si c'est en danger, mais des espèces sur lesquelles on doit sur lesquelles on doit apporter beaucoup plus d'attention. Évidemment, là, on est en train de sortir sur le bar en tant que tel, qui est une espèce sur laquelle il faut vraiment faire une nouvelle fois attention. La deuxième espèce... De quelle façon fait-on attention, par exemple, pour le bar? Eh bien, en limitant dans certaines zones qui sont beaucoup plus, je dirais, difficiles en termes de disponibilité de la ressource, en limitant les captures. Des fois avec quelques difficultés que nous pouvons avoir entre la prise des professionnels et éventuellement la prise des pêcheurs de plaisance. Il y a une autre espèce qui a souffert et qui peut encore continuer de souffrir, notamment dans le nord de la France et au nord de la Normandie, c'est la sole, avec à un certain moment donc la pêche électrique qui a pu faire un certain nombre de ravages, employons le terme. Et bon, des mesures viennent d'être prises pour l'interdire notamment en France et faire en sorte que cette espèce soit la mieux protégée possible. Voilà, c'est les deux espèces qui me viennent spontanément à l'esprit.
Merci beaucoup Jacques Bossy d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. On arrive bientôt au terme de cette émission. Daniel Grémillet, avec cette question, comment nourrir 10 milliards d'habitants en 2050? On en a les moyens. Vous nous disiez qu'il faut faire confiance à l'homme? On en a les moyens, il faut effectivement faire confiance à l'homme, mais il faut aussi que le politique assume sa responsabilité. Et le Sénat a eu 2 initiatives. On a eu un texte qui a été voté, la loi Egalim, et on a décidé de mettre en place un comité de suivi pour voir, pas un comité de suivi qui vient s'arrêter aujourd'hui, parce que ce soir c'est la fin des négociations commerciales, mais un comité de suivi qui s'inscrit dans le temps pour voir effectivement ce qui se passe au niveau du revenu des agriculteurs. Et là, on est aussi bien sur le bio, quels que soient les systèmes de production. Nous n'aurons pas de devenir et de sécurité alimentaire dans un pays si on ne donne pas des perspectives et des certitudes, effectivement, en termes de revenus. Et le deuxième point, c'est sur l'aspect communautaire. On a voté en commission économique et commission européenne du Sénat un projet de résolution qui va, nous le souhaitons, être débattu en séance et souhaitons un débat, y compris avec le ministre de l'Agriculture, sur le positionnement de la France. Qu'est-ce que la France veut? Qu'est-ce que l'Europe veut au niveau agricole? Quand on voit les États-Unis, on voit la Chine, on voit tous les pays à travers le monde qui sont en train d'être offensifs sur le secteur agricole. Et quand je reviens, et les chiffres ont été très bien donnés par André Bernard tout à l'heure, sur la participation du budget, c'est rien pour notre sécurité alimentaire, ce qui est apporté. C'est rien. Et aujourd'hui, un Américain, un Chinois débourse bien plus par tête d'habitant pour sa sécurité alimentaire que ce que nous pouvons mettre aujourd'hui dans notre budget européen. Donc ça fait partie des enjeux. Il faut que la France soit forte. On a des ambitions en France parce qu'on a des atouts absolument splendides à exploiter sur l'ensemble de nos territoires. Si on a une politique déterminée. On n'a plus beaucoup de temps, je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. Un petit mot de conclusion, Guillaume Gontard, avec vous. Oui, on a vu qu'il n'y avait pas qu'une solution, mais qu'il y en avait plusieurs. On a parlé de limiter le gaspillage, de revoir nos habitudes en termes de régime alimentaire et d'avoir des produits moins transformés, d'avoir une relocalisation. Mais effectivement, ça passe par des vrais choix politiques. Et moi, je pense que là, l'Europe a un vrai rôle à jouer. On a les élections européennes qui approchent. Et je pense qu'il y a un vrai débat à avoir. Parce qu'on l'a vu, la pêche est un bon exemple où on voit des vraies distorsions avec des produits, notamment si on prend l'Espagne, qui rentrent à des prix quasi 2 fois plus bas que ce qui peut être produit en France. Alors que même en Europe, on n'arrive pas à avoir un alignement des réglementations et des normes. Donc je pense que là, il y a un vrai enjeu pour aligner ces normes, mais notamment les aligner vers le haut, que ce soit la réglementation sociale, environnementale, pour qu'au moins à l'échelon européen, on puisse avoir une égalité sur l'agriculture. Et puis bien sûr, il y a la PAC, la politique agricole commune, qui est le vrai enjeu actuel. Et effectivement, le Sénat va demander effectivement réellement ce que souhaite faire le gouvernement et de quelle manière il souhaite agir. Mais moi, il me semble que là, il y a un vrai levier pour réorienter cette PAC, pour aller justement vers cette transition. Donc la réponse du Sénat à suivre, Claude Gruffat, rapidement. On l'a dit, c'est répartition, c'est coopération, c'est protection des biens communs de l'humanité, l'air, l'eau, la fertilité des sols, la disponibilité des surfaces cultivables. Donc Sapiens s'en sortira pour son alimentation que s'il est capable de prendre cette hauteur de vision, de partager mieux qu'aujourd'hui sur l'ensemble de la planète pour qu'il y ait une place pour tout le monde et qu'on nourrisse effectivement 10 milliards d'habitants. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, merci à tous les 6 d'être venus sur ce plateau, d'avoir débattu de cette question sur l'alimentation de la planète en 2050. On se retrouve cet après-midi à 16h30 pour un nouveau salon ouvert, toujours en direct sur Public Sénat. À tout à l'heure. Public Sénat.
avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, vous a présenté Salon ouvert.